France. Ça s'appelle de la haute trahison. Voilà. L'unification européenne, la communauté européenne que nous créons, n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde de demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il ne veut pas du tout faire une supernation. Il ne veut pas additionner les composantes nationales pour faire un super État. Pas du tout. Ça, c'est le discours officiel qu'on nous tient avec Giscard, Delors, Sarkozy, Hollande et maintenant Macron. Non, il veut, au contraire, il veut faire un marché planétaire de masse avec une gouvernance mondiale. C'est ça son projet. C'est ça leur projet. Et ça, on nous l'a caché. Et en fait, on continue à nous mentir en nous parlant d'une Europe puissance, alors qu'on fait une Europe impuissance qui est devenue une cible, qui est devenue une proie. Les Américains nous considèrent comme une colonie, avec l'extraterritorialité juridique là, qui est en train de mettre en cause Airbus. Les Chinois nous considèrent comme un terrain de jeu avec les routes de la soie. Erdogan nous fait payer une dîme léonine pour faire de la rétention de migrants. On lui demande, on le paye pour qu'il bloque sa frontière, vu que des milliards, 6 milliards par an, vu que nous, on est incapables de bloquer la nôtre. Bref, les puissances islamiques nous considèrent comme un déversoir pour surpopulation. Mais quelle est cette Europe qu'on nous avait promise comme une superpuissance? C'est un mensonge, voilà. Quand vous n'avez plus la puissance publique, vous avez des puissances privées, légales et illégales, qui obéissent à des allégeances cachées, ce que je montre dans mon livre. Et aujourd'hui, il n'y a plus de puissance publique. Les élus politiques français, sauf exception, les élus politiques français obéissent à des bureaucraties supranationales qui elles-mêmes obéissent à des allégeances cachées. C'est pour ça que je parle du groupe Bilderberg, très important. Et de tous ces noyaux multinationaux, souvent à base, évidemment, d'entreprises de milieux bancaires et capitalistes, qui en fait veulent détruire les nations, détruire les filiations, détruire les frontières, détruire les États, détruire les législations protectrices des plus pauvres pour avoir un grand marché planétaire de masse. En fait, le grand rêve du capitalisme mondialisé et de l'islamo-capitalisme, regardez Decathlon, etc., c'est d'avoir un seul marché planétaire. Ça, c'est leur rêve, avec une gouvernance mondiale. Notez bien l'évolution des mots de Bruxelles. Vous qui êtes un homme de culture, André Berkoff. Regardez, je prends quelques termes. Le glissement sémantique. Gouvernement, maintenant on dit gouvernance. Vous savez d'où vient le mot? Level gouvernance, la banque. Oui. La banque. Oui. Ensuite peuple, maintenant c'est société civile. Ensuite, territoire, maintenant c'est espace, un espace sans frontières. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mots, loi, maintenant c'est régulation. Donc, tous les mots... Faute de changer les choses, on change les mots. Oui, on change les mots, mais je vais vous répondre, complotisme. Oui. Bon, le mot, il a un sens. Le complotisme, ce sont des rumeurs, ce sont des fantasmes, ce sont des contre-vérités, ce sont des théories. Moi, mon livre, c'est une réponse au complotisme. C'est pas des rumeurs, il y a 111 pages d'archives, dont la plupart sont des archives inédites. Donc, le mot complotisme ne peut pas s'appliquer. Mais je vais plus loin. Ce que j'ai découvert, c'est que l'Union européenne, la construction européenne, depuis 70 ans, elle est ontologiquement conspirationniste. La Ford Connection, vous verrez si vous lisez mon livre, enfin vous l'avez lu, mais je parle aux auditeurs. La Ford Connection, qui est une transmission de la CIA, c'est tenu au secret. Bilderberg, tenu au secret. La Team Money, tenue au secret, la rue de Martignac, il y a même un juriste sous l'escalier, un lawyer américain, futur secrétaire d'État, il rédige les statuts de la CECA, le traité de Rome, etc. Et on le planque, faut pas qu'on sache. Et moi je révèle son nom, George Ball. Et la méthode Money, Money dit, il faut l'opacité. Il faut que, voilà, on dessoule pas un ivrogne avec un verre de lait, donc il faut que les peuples suivent, et pour qu'ils suivent, on va fabriquer des autorités techniques auxquelles on va donner des attributs de puissance publique, et petit à petit on va démembrer les puissances publiques sans que personne ne s'en aperçoive. Si c'est pas du conspirationnisme, et il y a un de ses amis qui s'appelle Pierre Horry, un ancien du Riage de Vichy, qui lui donne la panoplie sémantique du futur traité de Rome, et qui dit, nous étions un commando de conjurés, et notre but était de contourner le Quai d'Orsay au lieu de la souveraineté nationale, de la souveraineté nationale. Donc en réalité, les Français ont découvert, et d'ailleurs, la preuve que c'est une conjuration, c'est que dès que vous avez un peuple qui vote de travers, comme par exemple la France en 2005 ou le peuple anglais en ce moment, on les rattrape. Ah oui, l'histoire du Brexit, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu. Le Brexit, non mais le Brexit, c'est un million de personnes qui descendent, ah là là, on veut plus parler du Brexit, on veut un nouveau référendum. C'est normal, il y a toute la City, il y a, vous vous rendez compte, le grand patronat anglais. Et ça décame le maire de Londres, etc. Oui, mais bien sûr, tous les gens qui ont intérêt à faire venir des immigrés à pas cher pour pouvoir casser les prix de la main-d'œuvre, etc. Voilà, toute cette mondialisation financiarisée, etc., anonyme, tous ces gens-là, pour eux, c'est décisif de rester dans l'Union européenne pour pouvoir avoir de l'immigration. C'est ça la question aujourd'hui pour les élites post-nationales des deux côtés de la Manche. En fait, le peuple anglais s'est prononcé. Aujourd'hui, de quoi on parle, on dit il faut un deuxième référendum. Ah oui, vous vous souvenez, en 2005, le peuple français a voté à 55%, et on a eu le traité de Lisbonne. Donc, non, il n'y a pas de complotisme. C'est drôle d'ailleurs. Vous savez, les deux critiques. Oh, je suis frappé par l'indigence, tous ces gens-là. Un gars qui est académicien qui s'appelle Éric Roussel. Oh, je le plains. Dans son livre, il dit pas un mot sur les financements de monnaie. Pas un mot. Vous vous rendez compte, il écrit 1000 pages sur monnaie, pas un mot sur les financements. Vous savez ce que j'ai découvert, moi? J'espère que les auditeurs nous écoutent bien et qu'ils sont assis. J'ai découvert que il y avait des versements secrets de dollars. Chaque mot pèse, chaque mot compte. Des versements secrets de dollars pendant 15 ans, et pas des petites sommes, s'il vous plaît, avec des contreparties, c'est-à-dire des opérations d'influence menées par Schuman, Monnet, etc., au service des intérêts américains. On va prendre un seul exemple. La France, de la 4e République, développe une filière, l'uranium naturel. Les Américains s'en aperçoivent, donnent mission à Monnet, il y a tous les télégrammes, il y a tous les échanges dans mon livre. Donc on dit pas que c'est pas vrai, de stopper ça et de créer l'Euratom
pour que les Américains puissent garder la maîtrise de la matière fissile. Et donc, en fait, il donne l'ordre, je cite, d'entraver la marche vers l'indépendance nucléaire de la France. Ça s'appelle de la haute trahison. Voilà. Et je lui dis, mais pourquoi on vous reproche de ne pas respecter l'état de droit? Je dis, sans doute parce que j'ai été élu 3 fois démocratiquement, ce qui est le problème. Et sans doute aussi pour 3 raisons. D'abord, j'ai mis dans la Constitution le racine chrétienne, Saint-Étienne. Ensuite, j'ai mis qu'un enfant a le droit à un père et une mère. Ça fait hurler Bruxelles. Et troisièmement, j'ai mis qu'un peuple, le peuple hongrois, a le droit de protéger sa frontière, qui se trouve être la frontière de Schengen. Voilà ce qu'on me reproche. Donc c'est extraordinaire. Et alors derrière Juncker, il y a son ami, ou plutôt son suzerain, parce que tous ces gens obéissent à un suzerain, qui est le fils spirituel de Monnet. Ce suzerain, c'est Monsieur Soros. Vous savez que il m'a dit, Orban, il m'a dit, vous voulez vraiment parler de Soros dans votre livre? Je dis oui. Il dit, vous savez, c'est pas prudent. Hein. Il est très puissant. Il est très puissant. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide. Il y a une société sans les filiations, sans les nations, sans les États. Soros. Open Borders. Voilà. Open Society. Voilà, Open Society. Et donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron. C'est the big boss de l'Europe. Et ce gars-là, c'est quoi? C'est un spéculateur qui se fait prendre pour un bienfaiteur. Vraiment, cet homme me dégoûte. Écoutez, c'est intéressant de parler de Soros. On sait très très bien qu'il a financé des femmes au Black Bloc. Enfin, beaucoup de monde, ça c'est clair. Attendez, il finance des députés européens. Il y a un rapport qui dit qu'il finance. Il y a 200 députés européens qui sont dans la main de Soros. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte jusqu'où va l'argent? 200. Oui, et ces gens qui nous... 200, oui. Et vous savez, c'est tous ces gens de Bruxelles, là, qui se couchent devant Bruxelles, devant une espèce de mastodonte informe, cette grande larve, voilà, qui nous commande tous les jours. Tous ces gens, ils sont dans la main de Soros. Oui, moi, un jour, j'ai mené un combat sur les abeilles contre le Gaucho et le Régent. Bon. Et puis, j'étais tout seul à ce moment-là. Et en face de moi, il y avait un ministre de l'Agriculture de Chirac, un gars de droite qui s'appelait Guémard. Et alors, il dit non, faut pas toucher à ça, etc. J'ai pas compris. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, on me dit oh là là, on fait le vide sanitaire. Et maintenant, j'ai compris depuis quelques jours. En réalité, j'ai compris depuis que j'ai lu dans le Figaro que, Bayer est un des grands bailleurs de fonds. Un des grands bailleurs de fonds des partis politiques européens. Mais comment les gens peuvent-ils encore rester chez eux, ne pas descendre dans la rue et crier on n'en veut plus de cette Europe, on n'en veut plus. Orban, il a raison. De toute façon, c'est fini. Le mur de Maastricht va tomber. Vous savez pourquoi il va tomber? Parce que le rêve de la fusion des nations, le rêve des élites post-nationales, s'est évanoui dans le cœur des peuples. Il s'est évanoui dans le cœur des peuples parce qu'il était tramé dans un tissu de mensonges, la prospérité, la sécurité, la protection, la puissance. Ils nous ont menti. Ça fait 70 ans qu'ils nous mentent. Eh bien, Philippe de How many Americans are aware of George Soros? Ces associations sont financées de l'étranger souvent. Monsieur Soros, par exemple. Dans la préface de l'autobiographie de son père, George Soros écrivit « C'est un sacrilège de dire ça, mais ces 10 mois ont été les plus heureux moments de ma vie. L'histoire ne se limite pas à son passé en Hongrie et ses activités spéculatives. George Soros est l'une des 30 plus grandes fortunes mondiales, et il investit son butin dans son organisation, l'Open Society Foundation. Officiellement, l'Open Society Foundation est une organisation philanthropique, œuvrant pour la promotion de la démocratie, de la transparence, d'une société ouverte et multiculturelle, à l'aide d'un réseau composé de plusieurs centaines d'ONG à travers le monde. Selon le magazine Forbes, George Soros a investi 12 milliards de dollars dans ses activités philanthropiques. Cependant, le nom de George Soros et l'Open Society Foundation sont souvent liés à des groupes nettement peu recommandables, tels que des néo-nazis ukrainiens, des groupements salafistes, des groupes de passeurs de migrants, les Femen, Black Lives Matter et les casseurs des émeutes de Ferguson à Baltimore, ainsi que des entreprises de déstabilisation contre plusieurs gouvernements. En Serbie, en Géorgie, en Russie, en Pologne, au Kenya, en Ukraine, au Kyrgyzstan, pour ne citer que quelques-uns. L'organisation est interdite en Russie. La Hongrie et Israël sont en passe de suivre la même voie. En 2016, les serveurs de l'Open Society Foundation ont été piratés et un important nombre de documents furent rendus publics, révélant l'ampleur des machinations politiques de George Soros au niveau mondial. Les Femen. Le financement du groupe Femen est toujours resté très opaque. Un article des Inrocks daté du 20 août 2013 fait état de l'impossibilité d'obtenir des informations quant aux généreux donateurs de l'organisation, même pour les simples membres des Femen. Bien qu'elles aient prétendu n'avoir aucun lien avec George Soros, celle-ci révèle que George Soros a cessé son soutien financier suite à leur décision d'ouvrir une section en Israël. Les raisons qui ont motivé George Soros à abandonner les Femen sont incertaines, car il est loin d'être un sioniste. Un article du Jerusalem Post, daté du 3 février 2016, basé sur les fuites de l'Open Society Foundation, révèle son intention de combattre les politiques racistes et antidémocratiques de l'État hébreu. Il finance un certain nombre d'organisations anti-sionistes. Il est possible que l'attitude anti-religieuse des Femen aurait pu rentrer en conflit avec les associations pro-palestiniennes musulmanes qu'il finance.
George Soros et son organisation déploient de gros efforts pour marginaliser tout discours anti-islam et l'assimiler à du racisme. Le procès-verbal de la réunion dirigeante de la branche américaine de l'Open Society Foundation, daté du 7 et 8 mai 2015, montre l'intérêt que l'organisation a pour inclure le combat contre l'islamophobie dans ce qu'ils appellent les mouvements des droits civiques. En France, un article du Figaro, daté du 23 août 2016, révèle la nature crapuleuse du soi-disant collectif contre l'islamophobie et de son fondateur, le prédicateur salafiste Sami Deba. Ce groupuscule a reçu au moins 35 000 € de la part de l'Open Society Foundation, ainsi qu'une subvention de la Commission européenne. Le think tank Demos, qui a conduit un rapport sur la soi-disant islamophobie sur Twitter, est également une officine financée par l'Open Society Foundation. En 2014, celle-ci a reçu près de 130 000 $. Cette officine use des mêmes méthodes douteuses que le CCI, notamment assimiler une étude sur l'homophobie au sein de la communauté musulmane comme un acte islamophobe. D'après une interview accordée à CNN, Soros s'est vanté d'être derrière les événements de Maïdan, en Ukraine. George Soros, pleasure to have you on. Same here. First on Ukraine, one of the things that many people recognized about you was that you, during the revolutions of 1989, funded a lot of dissident activity, civil society groups in Eastern Europe, in Poland, the Czech Republic. Are you doing similar things in Ukraine? Well, I set up a foundation in Ukraine before Ukraine became independent of Russia. And the foundation has been functioning ever since. And it played an important part in events now. Ces événements ont conduit à un coup d'État contre le président Viktor Yanukovych, le tout à l'aide de groupuscules néo-nazis. Ouais, je vais décrire pour les autres, c'est pas très compliqué. Ce monsieur est le président du parti Svoboda Liberté, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. Le même monsieur a été mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal. Il était avec les Iraniens. Pourquoi ? Parce qu'il a gentiment déclaré, ce monsieur, qu'il fallait purger 400 000 juifs en Ukraine. Il fallait s'attaquer à la mafia juive moscovite. En 2005, il fait une lettre ouverte où il dit qu'il faut stopper les activités criminelles de la juiverie organisée. En 2012, le quart des députés israéliens, 25% de la Knesset, écrit à Martin Schulz au niveau du Parlement européen en disant il ne faut pas s'associer avec ce parti-là qui est un parti néo-nazi. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 3 semaines ? On voit Laurent Fabius qui le rencontre et qui négocie avec... Mais c'est quoi ce délire ? C'est ça, nos valeurs au niveau de l'Union européenne ? On a un gouvernement putschiste, elle est la dernière. On voit une partie des manifestants, évidemment qu'il y avait plein de manifestants pacifiques. Ça, c'était une partie aussi des forces d'autodéfense des manifestants ukrainiens où on voit quelqu'un avec un fusil en train de tirer sur les forces de l'ordre. Je rappelle que Maïdan, c'est 500 policiers hospitalisés, dont 150 pour des blessures par balle, dont 17 sont morts par balle. George Soros s'est employé à influencer les médias afin de donner une couverture favorable des événements dans la presse européenne. Bien qu'une partie des éléments néo-nazis ont été gommés du nouveau gouvernement, les éléments restent cependant présents, comme le président du Parlement, Andriy Parubier, cofondateur du Parti national-socialiste d'Ukraine. George Soros a reçu des mains du président Poroshenko la médaille de l'Ordre de la Liberté. Les deux hommes sont relativement proches. Le coup d'État a déclenché une guerre civile causant plusieurs milliers de morts et plus d'1 million de déplacés. George Soros a affirmé son intention d'investir 500 millions de dollars dans la crise des migrants. Le plan Merkel pour la crise des migrants est en réalité le plan de l'ESI, European Stability Initiative, un think tank affilié à l'OTAN, créé suite à la guerre de Yougoslavie, avec des bureaux à Istanbul, Berlin, Vienne et Bruxelles. L'ESI compte parmi ses généreux donateurs l'Open Society Foundation. Le plan prévoit notamment l'acceptation de 500 000 demandes d'asile et d'un accord avec la Turquie, afin que les ressortissants turcs soient exemptés de visa en Europe. Le plan a été suivi à la lettre. Une centaine de petites officines sont apparues pour aider à l'entrée illégale des migrants en Europe. Un article de Sky News, daté du 13 septembre 2015, fait état de l'existence de manuels rédigés en arabe pour aider à l'entrée illégale de migrants en Europe, ainsi que des hotlines de langue arabe basées à Vienne. George Soros est parfaitement conscient de l'impossibilité des États européens de financer l'accueil d'autant de gens. C'est pourquoi il a préconisé le recours à l'emprunt bancaire pour financer l'accueil des migrants, ce que la Suède a fait. Le gouvernement norvégien craint l'effondrement de la Suède. C'est pourquoi il a annoncé son intention de fermer les frontières et de suspendre le droit international si la Suède venait à s'effondrer. Le procès-verbal de la réunion dirigeante de la branche américaine de l'Open Society Foundation, daté du 15 et 16 mai 2014, indique un intérêt particulier pour faciliter l'accès au vote en faveur des minorités et immigrants. Dans la liste des organisations financées par l'Open Society Foundation pour les élections européennes de 2014,
La quasi-totalité des organismes financés sont en faveur du multiculturalisme, de politiques communautaristes et suivent un agenda libéral socio-progressiste. Le programme de 2015 pour la branche américaine de l'Open Society Foundation montre quelques activités intéressantes, notamment le soutien aux politiciens locaux partageant les vues de l'Open Society, les tentatives de récupération politique de la visite du pape aux USA. Mais le plus important est le projet de fédérer les forces de police américaines en usant des violences de Black Lives Matter. L'organisation a été créée et est financée par nul autre que George Soros. Celui-ci finance ce mouvement à hauteur de 650 000 $. Les émeutes de Ferguson, Baltimore et Charlotte ont également été financées à l'aide de sociétés écrans, tributaires de l'Open Society Foundation. Les casseurs recevaient entre 3 000 et 5 000 $ par jour. Un article du Business Insider du 6 août 2015 révèle que les relations raciales se sont détériorées aux USA. Plusieurs policiers ont été assassinés par des gens reliés à Black Lives Matter. Le leader de Black Lives Matter, Dwayne Nixon, vit dans une résidence près de Baltimore, dans le Maryland. Cette résidence appartient à Robin and James Wood, de fortunés membres du Parti démocrate et membres dirigeants de l'Open Society Foundation. Les liens entre George Soros et le Parti démocrate ne sont plus à démontrer. Celui-ci finance la campagne d'Hillary Clinton à hauteur de 25 millions de $. Les relations entre Soros et Clinton vont bien au-delà des simples donations. En 2011, une crise politique a lieu en Albanie. Les emails d'Hillary Clinton, déclassifiés par le département d'État américain, montrent que Soros a donné des instructions sur comment résoudre cette crise. Il a préconisé de médiatiser la situation et d'envoyer un médiateur sur place. George Soros a proposé les candidatures de 3 personnes qui pourraient servir d'intermédiaires dans cette affaire. L'ancien Premier ministre suédois, Carl Bildt, l'ancien président finlandais, Martti Ahtisaari, et l'homme politique slovaque, Miroslav Lajčák, qui est actuellement le vice-premier ministre et ministre slovaque des Affaires étrangères. Quelques jours plus tard, Miroslav Lajčák était sur place. Le vice-président du Soros Fund Management et également le vice-président du Quantum Group Fund est Lord Mark Moloch Brown, une consonance assez proche d'un autre Moloch, ce qui n'est pas sans ironie. Lord Moloch Brown est un citoyen britannique, membre du comité directeur de l'Open Society Foundation. Il a travaillé dans diverses instances internationales, telles que la Banque mondiale et les Nations unies. Il est impliqué dans le tristement célèbre programme de pétrole contre nourriture imposé à l'Irak. Lord Moloch Brown est également membre du conseil d'administration de l'entreprise Smartmatic, qui est chargé des machines à voter et à compter les voix dans 16 États américains, dont au moins 6 sont des États clés pour l'élection américaine. D'après les documents de Wikileaks et d'un article du New York Times daté du 29 octobre 2006, tous deux indiquent que les propriétaires de cette entreprise sont inconnus et cachés derrière une série de compagnies de holdings basées aux Pays-Bas et à la Barbade, mais que les propriétaires seraient des hommes d'affaires vénézuéliens. Les machines de Smartmatic utilisées au Venezuela sont suspectées de causer des fraudes électorales, bien que cela n'a jamais été formellement prouvé. Nous avons un majeur donateur de la campagne d'Hillary Clinton, dont le numéro 2 est dans le conseil d'administration d'une entreprise chargée de superviser le comptage des voix dans 16 États américains, alors que cette entreprise est suspectée de fraude et que des irrégularités ont été observées. Le président hongrois Viktor Orbán a dit le 20 mai 2016 à la radio hongroise que lorsqu'il entendait Hillary parler, c'était la bouche de Clinton avec la voix de George Soros. Si le mondialisme devait avoir un visage, ce serait celui de George Soros.